en France, de la représentation de la Commission européenne en France, qui est dédiée aux collectivités locales françaises, partout sur le territoire français. L'idée, c'est de vous proposer du contenu spécifiquement pour les collectivités locales, en partant vraiment de vos besoins et en creusant certaines problématiques qui sont de votre ressort, de vos compétences. Aujourd'hui, on va parler de mobilité électrique pour essayer de voir un petit peu de manière concrète ce que l'Europe peut faire pour vous, pour vos projets de mobilité électrique sur vos territoires. Alors, notre programme aujourd'hui, moi-même, je vais vous faire une petite introduction, quelques rappels un peu sur le contexte politique au niveau européen, sur cette volonté de pousser la mobilité électrique, et puis des rappels un peu sur les grands textes qui vont venir mettre tout ça en mouvement et qui mettent déjà ça en mouvement au niveau européen, au niveau national et qui viennent percoler jusqu'au niveau local. Et dans un deuxième temps et troisième temps, on a la chance d'avoir avec nous Valérie Pouget de l'ANCT. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, qui viendra nous parler un petit peu de ce que la politique de cohésion, donc les financements structurels, les fonds structurels européens peuvent proposer en la matière. On verra des exemples assez concrets de ce qui a pu être fait par le passé. Et pour terminer, on a la chance d'avoir René Laurent Balagui de la BEI, qui nous parlera un petit peu de l'offre de la BEI sur ces sujets-là, avec là encore un ou deux exemples assez concrets. On essaiera de garder du temps en fonction de l'évolution pour les questions-réponses que vous aurez à la fin. Si on n'a pas le temps de prendre vos questions, n'hésitez quand même pas à les poser un peu dans votre chat. Dans ce cas-là, on essaie d'y répondre par la suite par écrit. Donc, ce webinaire est enregistré, vous aurez le replay, vous aurez les supports PowerPoint et vous aurez un document qui par écrit répond aux questions qui auraient été laissées en suspens le cas échéant. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout ça, ça part au niveau européen de ce pacte vert dont certains d'entre vous, je pense, j'espère, ont entendu parler. En un mot, c'est quoi ce pacte vert? C'est l'ambition qu'on porte au niveau européen d'être le premier continent dans le monde à être climatiquement neutre d'ici 2050. Donc c'est un très grand projet qui irrigue absolument tout, quasiment tout ce qui se fait au niveau législatif européen. On a inscrit dans la loi européenne maintenant, dans une loi climat européenne, ce principe de neutralité climatique en 2050. Et on s'est également fixé des objectifs ambitieux pour 2030, pour avoir un point de rendez-vous assez concret qui soit assez proche. 2030, c'est demain en matière d'investissement dans des infrastructures de mobilité notamment. Donc de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Après cette loi, on a mis sur la table, Commission européenne en juillet 2021, un gros paquet qu'on a appelé Fit for 55 en mauvais français, un paquet d'ajustement à cette ambition de 55%, qui est vraiment une feuille de route avec tout un tas de briques législatives qui viennent en symbiose nous amener dans différents secteurs à cette réduction de 55%. On va y revenir. On a même accéléré un petit peu dans ce qu'on a appelé Repower EU. Encore une fois, désolé pour les anglicismes. Ça, c'est mai 2022, c'est à la suite, évidemment, du contexte très spécifique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui nous a déterminé au niveau européen à accélérer encore, à aller encore plus vite que prévu par rapport à cette feuille de route initiale. Voilà, on va rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de cette ambition, à l'échelle de l'UE, tous les États membres devront contribuer, avec des principes d'équité, de solidarité dans cette transition. Et à l'échelle de l'économie, tous les secteurs joueront un rôle. Slide suivante. Et dans les secteurs, on a évidemment les transports, dont on va parler aujourd'hui. Les transports, gardez en tête que c'est de l'ordre de 25% de nos émissions au niveau européen. Donc le fait de passer à des moyens de transport aussi bien du côté privé que du public, qui soient plus propres, c'est absolument crucial dans notre lutte contre le changement climatique, et des moyens de transport qui soient aussi abordables pour que ce changement puisse effectivement s'opérer en pratique, au-delà d'une niche de certains qui ont la capacité de mener ce changement. Et c'est là qu'évidemment les collectivités locales, on va y revenir, ont un rôle important de nœud au plus près des territoires dans cette transition.
Donc, le Fit for 55, ce grand paquet législatif qu'on a mis sur la table en juillet 2021, il y a énormément de travail qui s'est passé au niveau européen depuis, avec beaucoup de travail entre le Parlement européen, le Conseil qui représente les États membres, ce qu'on appelle les co-législateurs. On a beaucoup de textes qui aujourd'hui sont adoptés ou sont en passe d'être adoptés, sont assez proches d'un compromis politique. Et on en a quelques-uns qui sont quand même assez importants pour les collectivités locales sur les questions de mobilité électrique. Alors, première chose à garder en tête, c'est qu'on a des textes au niveau européen. Alors, on a mis en bas à droite, c'est ce qu'on appelle les règlements CO2 standards. Ce sont des textes qui fixent des seuils maximum d'émissions pour les véhicules existants et pour les nouveaux. Donc, pour l'ensemble des voitures, on a fixé pour 2030 une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre pour les voitures et de 50% pour les utilitaires légers, les fourgonnettes, les kangous, ce type de véhicules, si vous voulez, que vous pouvez aussi évidemment avoir dans certains cas dans vos flottes municipales. Et très important, et je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que ça a fait beaucoup de bruit, un objectif très fort que pour les voitures neuves en 2035, voitures neuves, on soit uniquement sur du zéro émission. Donc plus de voitures thermiques, pour être clair, neuves vendues en 2035 en Europe. Ça, c'est pour les véhicules légers. On a le pendant qui est en discussion actuellement, donc également un règlement CO2 standard, mais plutôt pour ce qui est camion, pour ce qui est bus urbain, pour ce qui est autocar interville. Là, on parle de 45% de réduction d'ici 2030, 65% d'ici 2035. Et un point très important pour les collectivités, 100% des bus urbains neufs qui doivent être zéro émission d'ici, alors là, pardon, j'ai plus la date, je crois que c'est 2030, mais je ne veux pas dire de bêtises, on vous reprécisera ça dans les slides. Plus spécifiquement concernant la commande publique, il y a déjà des textes en place, notamment depuis la directive véhicules propres de 2019, qui viennent déjà irriguer les textes français en matière de commande publique, le code de la commande publique, qui prévoit déjà qu'une part des véhicules renouvelés dans le cadre de commande publique soit à faible émission ou très faible émission. Il y a des seuils, on ne va pas rentrer dans les détails, on pourra si ça vous intéresse, avec une accélération progressive. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est en cours de mise en œuvre. On a proposé, la Commission européenne en février 2023, des nouveaux objectifs, encore ambitieux, dans le cadre de cette directive CO2 standard heavy duty, donc pour les véhicules lourds, d'accélérer encore un petit peu cette ambition, avec cette idée que 50% des véhicules renouvelés doivent être à faible émission. 2025, ce serait la totalité des autobus et autocars renouvelés, 100% qui doivent être à faible émission. Donc faible émission, ça ne veut pas dire zéro émission, mais ce sont quand même des seuils relativement ambitieux. Et 2030, ben oui, c'est bien 2030, c'est ce dont on parlait, pardon, tous les bus urbains neufs devront être émissions nulles. Donc ça, ce sont des textes qui ont un impact très concret. 2030 pour des collectivités, quand vous êtes en train de vous projeter sur des renouvellements de flottes de transport urbain notamment, c'est demain. Voilà. Et ça, c'est un objectif européen qui va venir assez vite. Il y a une période de transposition dans certains cas, ça rentre en droit national, mais à quelques années près, dans quelques années, c'est vraiment quelque chose qui va venir impacter très concrètement la commande publique au niveau des collectivités locales. Le pendant des renouvellements de flotte, c'est évidemment les bornes de recharge, pour faciliter le déploiement, alors à la fois des flottes qui sont publiques, mais évidemment aussi des véhicules privés électriques sur votre territoire. Ça fait partie des compétences des collectivités. Rapidement, pour illustrer l'ambition qui est portée au niveau européen, l'idée ce serait de passer à 1 million de bornes en 2025. 2050, on sera à 16 millions de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire. Donc ça vous donne une idée de cette trajectoire absolument exponentielle qu'il faut être capable de suivre pour les bornes de recharge, pour accompagner ce mouvement de transition vers la mobilité électrique. Sur les bornes de recharge, encore une fois, on a un certain nombre de textes européens qui vont pousser. J'en cite certains. Encore une fois, l'idée n'est pas de rentrer dans le détail, mais évidemment, ceux qui veulent peuvent aller voir ce qu'il y a derrière.
J'attire votre attention sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments, EPBD en anglais, qui va proposer, c'est toujours en cours de négociation, mais on est assez proche d'un accord, qui va proposer, renforcer plutôt, parce que c'est quelque chose qui existe déjà, mais renforcer les obligations d'avoir des bornes de recharge et ou du pré-câblage, dans tous les cas de prévoir soit de la borne existante, soit la possibilité d'en installer facilement, pour les nouveaux bâtiments et pour un certain nombre de bâtiments qui subissent ce qu'on appelle des rénovations profondes qui sont définies en droit européen, mais aussi pour les bâtiments existants. Il y a tout un système de seuil en termes de nombre de places de parking, mais en synthèse, un très grand nombre de bâtiments publics qui typiquement sont des bâtiments gérés par les collectivités vont tomber d'une manière ou d'une autre sous ces obligations d'intégrer des bornes de recharge sur vos propres bâtiments. Et accessoirement c'est assez crucial, une obligation de pouvoir faire ce qu'on appelle du smart charging sur ces bornes, donc de pouvoir décider en synthèse quand est-ce qu'on va charger, comment on va charger, avec quelle puissance, quelle consommation, pour rendre des services aussi de manière plus générale au réseau électrique. Voilà. Ça, c'est à mettre aussi en relation avec ce qu'on appelle la EED, Energy Efficiency Directive, directive efficacité énergétique, qui impose, et ça a été validé, une obligation de 3% par an de rénovation des bâtiments publics, que 3% des bâtiments publics soient rénovés tous les ans. Donc si on met les deux ensemble, on va avoir un mouvement créé par les obligations en droit européen d'accélération des rénovations, et quand rénovation il y a au nouveau bâtiment, cette obligation d'intégrer les bornes de recharge. Deux textes peut-être à garder en tête pour ceux d'entre vous qui veulent une cartographie un peu précise. Le règlement AFIR, donc ça c'est le règlement sur les infrastructures de recharge alternatives, qui crée une obligation d'avoir des bornes de recharge électrique tous les 60 km maximum, alors pas partout, sur ce qu'on appelle le réseau de transport européen, qui sont des axes, des corridors, des couloirs, si vous voulez, prioritaires pour relier l'Europe. Quand on prend une grande carte de l'Europe, on a des axes qui sont définis par les législateurs comme étant prioritaires. Et là, on a des obligations spécifiques et accessoirement des aides aussi financières spécifiques qui peuvent s'appliquer. Mais là, ce n'est pas pour toutes les collectivités. Il faudra que vous creusiez un petit peu sur la carte de ces réseaux. Dernier point peut-être à garder en tête, c'est que la directive renouvelable crée aussi cette idée que si sur les bornes de recharge que vous avez développées sur votre territoire, vous êtes capable de prouver que c'est de l'électricité verte qui a été injectée, soit parce que c'est de l'électricité qui est produite juste à côté en même temps sur des bornes avec des panneaux, reliés à des panneaux, des choses comme ça, soit des mécanismes d'achat d'électricité verte, ça peut aider au financement de ces bornes via un système de crédit, en fait, où on va être capable de dire, voilà, moi j'ai vendu tant d'électricité qui a permis de recharger des véhicules électriques. Et ensuite, des gens qui sont obligés d'atteindre certains objectifs sous la directive renouvelable vont venir racheter ces crédits. Donc c'est une incitation financière supplémentaire à faire de la borne de recharge spécifiquement reliée à de la fourniture d'électricité verte. Voilà. Pour les bornes de recharge, vous voyez à gauche le nombre de points de recharge électrique publique. Alors c'était 2021, ce sont des choses qui bougent assez vite. On voit qu'en valeur absolue en France, on est plutôt pas mal. On voit aussi à droite qu'on a cette trajectoire d'accélération, de début de courbe exponentielle, en tout cas on l'espère, qui met la France sur cette trajectoire d'atteindre 400 000 points de recharge publique d'ici 2030. Et la France a atteint pour l'instant en mai son objectif intermédiaire d'avoir 100 000 points de recharge ouverts au public, ce qui correspond à 1 point pour 10 véhicules électriques. Alors ça c'est bien, c'est très bien en termes de ratio points de recharge par véhicule électrique. Après, c'est pas en France qu'on a le plus de véhicules électriques par habitant. Donc il y a encore du chemin à faire par rapport à d'autres États comme les Pays-Bas par exemple, qui ont une pénétration qui est déjà bien supérieure à la nôtre. Mais en tout cas, on est en cours dans cette phase d'accélération. Voilà, c'était le panorama un peu, j'allais dire, législatif pour ceux d'entre vous qui veulent creuser cette partie-là. Concrètement, les collectivités locales
Quel est leur rôle dans tout ça? Ben, c'est de jouer un rôle de précurseur en travaillant au renouvellement et à l'électrification des flottes de véhicules publics, et puis en facilitant sur votre territoire le passage à l'électrique pour tout le monde, notamment en facilitant et en soutenant le déploiement des bornes de recharge. On va passer maintenant à Valérie pour voir un peu les financements européens, notamment dans le cadre de la politique de cohésion, qui peuvent venir vous aider pour des projets très concrets. Valérie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Pierre. Merci pour ces éléments de contexte. Moi, de mon côté, je vais vous parler de la politique de cohésion. Je vous propose qu'on passe à la page suivante. La politique de cohésion, en fait, c'est la deuxième politique en volume financier de l'Union européenne après la politique agricole commune. Donc, pour la France, pour la période qui arrive, 2021-2027, c'est 18 milliards d'euros qui vont aller vers les territoires pour financer une diversité de projets. Cette politique de cohésion, vous la connaissez via ces fonds. Le premier est peut-être le plus connu, et vu le panel de participants que j'ai pu survoler, le FEDER, le Fonds européen de développement régional, c'est à peu près 9 milliards d'euros pour la France. Et ces fonds-là sont distribués par ce qu'on appelle les autorités de gestion. Pour la faire simple, c'est les régions françaises qui gèrent cette enveloppe de FEDER. Puis dans la galaxie de cette politique de cohésion, donc on a le FEDER qui est cette grosse masse financière, et à côté, on a le Fonds social européen qui a vocation à financer plutôt des aspects d'intégration, de formation professionnelle. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Et toujours dans cette galaxie de la politique de la cohésion, il y a aussi le Fonds pour une transition juste. Mais nous parlons du FEDER. Ce FEDER, géré par les régions, 9 milliards, il a vocation en fait à amener les territoires vers une Europe plus intelligente, plus écologique, plus numérique. Et pour ce faire, en fait, on va financer les entreprises, l'innovation, l'adaptation pour le changement climatique, mais aussi tout ce qui va être mobilité, d'où l'intervention d'aujourd'hui. Très simplement, pourquoi moi je vous parle aujourd'hui alors que ce sont les régions françaises qui gèrent cette enveloppe et qui vont gérer du coup pour la mobilité, pour vous la faire simple, c'est une enveloppe de 600 millions d'euros que la France aura. Nous, en fait, à la NCT, on est ce qu'on appelle autorité de coordination. Donc, on va aller négocier le total de l'enveloppe et comment on peut utiliser cette enveloppe auprès des collègues à Bruxelles. C'est notre premier niveau d'interlocution. En interministériel, on va essayer de savoir qui fait quoi, que les politiques publiques soient pas redondantes et qu'elles soient complémentaires. Bref, on fait un travail de coordination. Et notre dernier niveau d'interlocution, après la commission et les ministères, c'est les régions françaises qu'on va accompagner à consommer ces fonds européens en temps, en heure et surtout selon les règles de l'art. Donc aujourd'hui, ma présentation aura vocation à vous présenter tout ce qu'envisagent de faire les régions françaises en termes de mobilité avec cette enveloppe de 650 millions d'euros pour jusqu'en 2027. Bref, très simplement, sur les éléments de contexte, Pierre les a présentés, les transports, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a bien conscience collectivement que c'est là qu'il y a besoin d'investissement public pour arriver à l'objectif de neutralité climatique à horizon 2050. Et ça, c'est notre objectif partagé. Pour ce faire, les régions françaises, elles vont pouvoir mobiliser du FEDER sur tout ce qui est développement de la multimodalité, donc le passage en fait d'un mode de déplacement à un autre, tous les hubs, tous les interconnexions. L'enveloppe FEDER va également servir en fait à financer des projets de mobilité douce, donc tout ce qui va être pistes cyclables, piétons notamment. Et les fonds européens vont également servir, les fonds européens gérés au local vont également servir au développement des infrastructures de transport urbain propres.
surtout en fait dans les régions ultra-périphériques, hein, dans les dom-toms, où l'objectif, ça va être d'acheter du matériel roulant, donc voilà, notamment du bus électrique, pour arriver à cet objectif de baisser les émissions de CO2. Donc voilà l'architecture globale. Rentrons dans le détail de la mobilité durable, parce qu'aujourd'hui c'est notre sujet. Très simplement pour vous dire que les régions françaises vont avoir une enveloppe de 175 millions d'euros pour financer des infrastructures de transport urbain propres. Donc, c'est tout ce qui va être pistes cyclables, piétons, résorption des points durs des pistes cyclables, donc les endroits accidentogènes, etc. Ces enveloppes financières vont aussi servir à la création d'espaces de stationnement pour les vélos, pistes pour les transports durables, donc sur des bus électriques, hein, donc on peut financer de la route. Et les régions qui ont ciblé ce type d'intervention, principalement, ça va être nos collègues des DOM-TOM et les collègues des Hauts-de-France, mais également Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie. Par ailleurs, on constate que les régions françaises viseront aussi à financer tout ce qui est transport multimodaux, donc la création d'espaces de stationnement pour les vélos, les aires de covoiturage, tout ce qui est plateforme de mobilité. Et en somme, les régions qui ont choisi de cibler ces mesures, c'est Réunion, Martinique et également Hauts-de-France. Je vous propose qu'on passe à la page suivante et en effet, le support de présentation vous sera diffusé à l'issue de la présentation. Très simplement, le FEDER, au-delà de tous ces aspects multimodaux, transport vert, l'idée, c'est également de financer tout ce qui est numérisation des transports urbains. Donc, ça va être tout ce qui va être billettique, site internet, application. Donc là, quand vous avez vos émanations, hein, vous en tant que collectivité, voilà, qui sont dédiées au transport, elles peuvent solliciter des fonds européens pour leur site internet ou le développement d'applications. Et notamment les régions qui envisagent de mobiliser du FEDER dans les années à venir sur ces sujets-là, c'est la région Centre-Val de Loire, Martinique, Auvergne-Rhône-Alpes ou encore la Corse. Et pour terminer, dans ce que prévoient de faire les régions françaises, elles prévoient aussi une petite enveloppe pour l'achat de matériel roulant propre pour le transport urbain. Et on a vu que les régions qui voulaient faire ça, c'est les collègues de Réunion, Hauts-de-France et également Guadeloupe. Voilà. Là, je vous ai parlé des grandes lignes, du théorique, mais je vous propose qu'on rentre dans le concret pour voir ce qui a été financé sur 14-20 et éventuellement que ça vous donne de l'inspiration pour savoir ce qui a été financé dans les années passées. J'ai vu passer dans les projets financés sur le 14-20 des études de faisabilité pour la mise en place de véhicules électriques. En l'occurrence, c'était un projet en Guadeloupe où les fonds européens, le FEDER est intervenu quasiment à hauteur de 40 000 euros sur un projet qui a duré 2 ans et qui était porté par une zone d'activité hein, économique sur la commune de Providence. Et l'idée, en fait, ça a été de diligenter et de payer une étude de faisabilité. Donc, vraiment, le premier stade avant de savoir si je vais mettre des bornes de recharge, etc. Donc, ça peut être soutenu par les fonds européens. On va répondre directement à votre question. Donc, oui, ça a été fait par certaines autorités de gestion. Donc, il y a eu une étude de faisabilité sur la mise en place de véhicules électriques rechargés par du photovoltaïque sur ce parc d'activités de la Providence. Voilà. Je vous laisserai prendre connaissance plus en détail du contenu du projet, mais passons au projet suivant qui était porté par l'association Dromolib, qui a bénéficié d'un financement européen de plus de 200 000 euros. Donc Dromolib, c'est l'agence d'écomobilité sur la Drôme rurale.
L'idée hein, de ce projet en fait qui a été soutenu durant 2 ans, c'était de financer vraiment toute la structuration de l'écomobilité sur ce territoire-là. Donc, ça a permis de financer la stratégie hein, qu'a élaborée Dromolib, accompagner les acteurs du territoire, accompagner l'émergence de nouveaux services de mobilité, sensibiliser le grand public, donc toutes les actions de communication. La mise en place d'actions de sensibilisation dans les entreprises aussi, autour notamment de l'autopartage. Et ce plan a également permis en fait la mise en place d'actions de plans de mobilité scolaire. Voilà, donc du coup, l'agence de mobilité a été subventionnée par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour mener à bien ce projet-là. Projet suivant, toujours en Guadeloupe. Donc là, il s'agit en fait de l'installation de bornes de rechargement alimentées par de l'énergie solaire. En fait, en gros, c'est une agence de location longue durée de voitures. Et quand les propriétaires de ces voitures les amènent pour de la révision, etc., on leur prête des véhicules électriques qui sont rechargés via les bornes de rechargement. Et donc, ces véhicules de courtoisie sont véhicules électriques et bornes de rechargement. Bref, ça a été soutenu par des fonds européens. Et là, ici, 40 000 € de fonds européens ont été mobilisés par la Guadeloupe sur ce projet-là. Je vous propose qu'on passe au projet suivant. Là, c'est un gros projet que j'ai identifié dans les Ardennes de quasiment 1 million d'euros, où on a plusieurs parties prenantes, à la fois Enedis, à la fois Ardennes Métropole, donc un EPCI, une PME, Nexence France, Park and Club, et aussi un établissement secondaire, donc de formation. Et l'idée en fait de ce gros projet sur 2 ans, hein, le projet total c'est 3,7 millions d'euros et donc il y a eu quasiment 1 million d'euros de FEDER là-dessus. L'idée c'était de mobiliser en fait une solution de smart grid pour la mobilité durable sur ce territoire-là. Et en fait c'est un multi-projet, hein, l'idée, c'était que, en fonction de l'éolien qu'il y a sur le territoire, de la disponibilité de cette énergie, le moduler avec la recharge électrique. Voilà. Donc, il y avait en fait un volet formation aussi qui était soutenu par les fonds européens. Je crois que l'idée était qu'il y ait des élèves, des étudiants en fait sur la maintenance qui travaillent également sur les bornes de recharge. Voilà. En tout cas, je vous invite à prendre connaissance un peu plus du texte qui vous donnera un peu plus de détails. Avant de passer aux porteurs de projets ciblés, hein, grosso modo, ça va être les collectivités. Mais pour vous détailler quelques autres projets que j'ai vu financer sur 14-20, j'ai pu voir qu'il y a eu pas mal de maisons de la mobilité, en fait, ou d'endroits où on peut acheter des billets qui ont été financés. Donc, comme la maison de la mobilité à Aubenas, ça n'a pas juste permis d'acheter du matériel, mais c'est financé vraiment tout le projet. Et aussi l'espace intéressant à Grenoble. L'idée, c'est que Grenoble a expérimenté la première expérimentation française de vente de billets multimodaux, donc TER, car et réseau urbain. Donc ça, c'était un projet porté par SNCF Mobilité d'avoir ce billet unique pour l'ensemble en fait des modes de transport. Et donc ça, des fonds européens ont été mobilisés. J'ai pu voir aussi qu'il y avait un pôle d'échange multimodal à Maubeuge qui a pu être soutenu. Des projets de mobilité douce, notamment dans le Queyras, donc dans les Alpes du Sud, où des fonds européens ont été mobilisés pour le financement de pistes cyclables et piétons, donc de la mobilité ultra douce qui a été soutenue en 2015. Et puisque Pierre en a parlé, et je comprends que c'est votre question peut-être principale, les bornes de recharge. Donc oui, vous avez compris que des fonds européens peuvent être mobilisés pour le soutien des bornes de recharge. Premier exemple, le Puy-en-Velay.
qui a installé du photovoltaïque et également des bornes de recharge avec une technologie particulière qui permet d'avoir même de l'électricité quand c'est la nuit ou quand il n'y a pas d'ensoleillement. Bref, le FEDER est intervenu à hauteur de 83 millions d'euros pour le projet porté par la commune du Puy-en-Velay. Également, j'ai pu voir que dans le département du Pas-de-Calais, le conseil départemental avait reçu une subvention européenne de 52 000 euros pour une aire de covoiturage avec des bornes de recharge. Voilà. Donc, les régions, elles visent à ce que ces fonds-là et ce typologie de projet qu'on a pu passer en revue ensemble soient en fait soutenus via des fonds européens, principalement donc une mobilisation par des entreprises. On a parlé d'SNCF, on a parlé d'Enedis, mais aussi les collectivités. Je vous propose qu'on passe à la page suivante, qui est celle sur la mobilisation, sur comment mobiliser ces fonds. Donc, en fait, vous avez vu, il y a une enveloppe large de plus de 300 millions d'euros sur le territoire national, mais chaque région choisit ce qu'elle veut financer, soit de la borne de recharge, soit de la piste cyclable, etc. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vous, individuellement, chaque collectivité ou chaque porteur de projet, d'aller taper à la porte de votre région pour savoir ce qu'ils ont prévu de soutenir. Et s'ils ont des appels à projets qui vont bientôt être lancés, comment mobiliser ces fonds-là? Est-ce que ça va être mi-2024 qu'il y a un appel à projet? Qu'est-ce qui peut être pris en charge? Donc, je vous invite à le faire. On vous a mis les contacts de chaque région dans la page suivante. Encore peut-être, excusez-moi. Vous avez des liens hypertextes. Vous avez sur les liens hypertextes le programme de chaque région, c'est-à-dire ce qu'elles ont prévu de financer. Donc, très simplement, si vous cliquez sur Occitanie, vous allez voir s'ils ont prévu de soutenir de la borne de recharge, du multimodal, etc. Et si vous avez la question à poser, vous avez l'adresse générique et vous pouvez leur écrire directement et les équipes seront à votre disposition pour vous indiquer quand est-ce que vous pourrez mobiliser ces fonds et comment. Si j'ai encore 2 minutes, je vais revenir sur la slide précédente pour vous dire en général comment ça se passe un projet européen. En général, vous complétez le dossier de demande de subvention lié à l'appel à projet. Après, la région, elle fait une analyse des projets pour savoir si vous répondez bien à leurs critères, etc. Le projet, après, est présenté en comité de programmation. C'est le petit organe de gouvernance pour valider votre projet. Après, on a une contractualisation entre le porteur de projet et la région. Et souvent, la région, elle paye a posteriori, sur présentation de facture. Il est rare qu'elle fasse des avances. Tout ça pour vous dire qu'il faut avoir souvent devant soi les fonds nécessaires pour lancer le projet. Voilà. Mais en tout cas, je vous invite à prendre contact avec chaque région française pour savoir ce qu'ils ont prévu de faire pour vous et pour vos territoires. C'en était tout pour cette présentation. Merci beaucoup Valérie. On va passer tout de suite à René Laurent qui va nous parler un peu de la BEI, des opportunités de financement en dette, mais pas seulement, et puis aussi d'accompagnement dans le montage de projets. René Laurent, je vous en prie. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Enchanté d'avoir l'occasion de représenter la BEI aujourd'hui pour vous parler un petit peu effectivement de ce qu'on peut appeler notre offre, la Banque européenne d'investissement. Alors, je vais vous présenter un peu la banque d'une façon générale. On peut passer à la première slide et puis j'arriverai sur des aspects plus précisément en relation avec le thème d'aujourd'hui. Mais comme je pense qu'un certain nombre d'entre vous peut-être méconnaissent la banque et je me permets de revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'elle est. En fait, c'est la banque publique de l'Union européenne, c'est la banque un peu équivalente de la Banque des territoires ou de la Caisse des dépôts en France, mais à l'échelle européenne. Et on est un très gros organisme, on est le plus gros bailleur multilatéral au monde avec un volume de prêts que je vais vous citer après, mais qui flirte avec les 100 milliards d'euros par an. Donc, on est aussi les premiers prêteurs en faveur du climat. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on est aussi à la charnière entre la régulation marchande, comme on pourrait l'appeler, avec le contact avec les besoins du marché d'un côté, puisqu'on a des prêts et donc ils doivent d'une part être remboursés, il faut qu'ils correspondent aussi à des besoins.
Mais de l'autre côté, nous sommes évidemment aussi soumis, et c'est bien normal en tant que banque publique, à des impératifs économiques et politiques davantage qui nous viennent de l'Union européenne et qui sont effectivement tout à fait importants. C'est-à-dire qu'on doit à la fois répondre à ces besoins du marché et en même temps aux injonctions des stratégies européennes, ce qui paraît tout à fait normal. Alors, donc, en bref, premier bailleur de fonds, emprunteur aussi sur le marché, à savoir que le modèle économique sur lequel on est basé est assez simple, en fait. Comme on est une banque cotée, très bien cotée, avec ce qu'on appelle un rating, une notation de AAA, on a des conditions d'emprunt nous-mêmes qui sont très favorables. Eh bien, tout simplement, ces conditions d'emprunt très favorables, on les passe, on en fait bénéficier nos clients et ça leur permet d'avoir des taux d'intérêt qui sont généralement les plus bas du marché. Donc, mais ça a des conséquences qu'on verra un petit peu par la suite. Le volume de ce qu'on a prêté depuis qu'on existe 65 ans, depuis le traité de Rome, hein, on a été créé par le traité de Rome, est tout à fait considérable. Je passe, on est au Luxembourg, il y a plus de 4000 personnes qui travaillent chez nous et des bureaux aussi répartis dans le monde. Il n'y en a pas un à Marseille, mais il y en a un à Paris. Et, et on a effectivement des représentations un peu partout. Ce qui est un peu spécifique aussi, intéressant à souligner au passage ici, c'est que nous avons des spécialistes de la finance, mais aussi des ingénieurs, des économistes et des experts des questions socio-environnementales qui vont analyser les projets dans toutes leurs dimensions, au-delà des aspects purement financiers. Ça, c'est un point très important. On peut continuer. Si on regarde les investissements qu'on a soutenus ces 10 dernières années, on voit que les volumes sont très importants. Effectivement, on a en bleu la barre qui correspond au prêt et en gris la partie qui correspond au coût total, puisqu'on ne finance pas l'intégralité du projet. On voit aussi que ces volumes sont un peu cycliques. C'est-à-dire qu'on a justement ce que les économistes appellent une vocation contracyclique, c'est-à-dire qu'on vient dans les périodes de crise, comme au moment du Covid, vous voyez 2021 par exemple, en, en contrepoint, en appui plus fort à ces moments-là, parce qu'on sait que d'autres établissements bancaires privés notamment ne vont pas pouvoir prêter dans les mêmes conditions, et donc on monte en puissance et on agit pour contrecycler, pour contrebalancer et exercer un effet contracyclique sur la situation économique et la conjoncture et la croissance économique. Donc, c'est un phénomène assez intéressant. Ce qu'on souligne aussi ici, c'est l'importance en fonction des régions. C'est une répartition des prêts qu'on a accordés sur l'ensemble de la décennie 2010, à peu de choses près, dans toutes les régions françaises. C'est assez variable d'une région à l'autre. C'est pas toujours représentatif du poids. Moi, quand j'ai pris la région dont je m'occupe, qui est la vôtre, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on voit qu'il y a effectivement pas tout à fait des prêts à la hauteur de ce qui serait peut-être nécessaire, et en tout cas adapté à l'activité économique. Et donc, on a aujourd'hui repris un petit peu les choses en main. J'ai beaucoup de dossiers dont certains je pourrais évoquer avec vous dans votre région. On peut continuer. Alors, ce qui est intéressant, si on rentre un peu plus en détail dans concrètement, c'est quoi cette offre BUI? Bien, en fait, il y a trois types de, de, de- trois piliers, si on veut les appeler comme ça, dans notre stratégie. On a des prêts, du lending, comme on dit en anglais, du panachage, du blending et des conseils, de l'advising. Les prêts, c'est attendu. On est une banque avec toutes les formes qu'on verra un peu plus loin. Ça, on fait aussi des garanties des prises de participation, mais c'est un peu accessoire pour des collectivités locales comme vous. On fait aussi, ça c'est une des spécificités de la Banque européenne d'investissement, ce qu'on appelle des panachages, c'est-à-dire on mélange des prêts et des subventions européennes ou nationales ou locales pour monter des instruments financiers ou bien des programmes spécifiques. Vous voyez par exemple le Fonds pour la transition juste aujourd'hui est un fonds qui bénéficie de crédits de subventions européennes et de fonds BUI en même temps. C'est ce qu'on appelle le panachage. Et puis, à le savoir aussi, ça peut être très intéressant pour des collectivités locales. Plusieurs y ont recours actuellement, notamment Marseille, Nice et d'autres. Mais on a la possibilité de vous aider aussi en termes de conseils, d'assistance technique à trois niveaux. Un niveau très concret, celui des projets. À un niveau peut-être plus élaboré pour des plus grosses collectivités locales sur le plan des politiques régionales ou sectorielles, et puis éventuellement même un niveau stratégique, mais ça c'est plus au niveau des États. Et l'avantage de ces conseils, qui sont essentiellement financés par le biais du programme européen InvestEU, c'est qu'ils sont gratuits pour les collectivités publiques et ça rend les choses aussi intéressantes pour vous. Donc sachez-le, vous pourrez aussi me contacter si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Si je poursuis ensuite,
On a effectivement trois types de prêts qui nous sont généralement qu'on considère généralement des prêts à l'investissement direct pour des gros projets, des prêts dits cadres et des prêts dits intermédiaires. Les prêts à l'investissement sont effectivement en général pour des projets d'une taille, je le redirai un peu plus loin, mais en général nos prêts sont d'un montant au minimum de 20 à 30 millions pour des opérations qui en font à peu près le double. Donc en général, on ne descend pas tellement en dessous des 50 millions de projets direct et donc effectivement ces prêts à l'investissement sont plutôt pour des projets d'une certaine taille. Après, on peut imaginer aussi d'avoir ce qu'on appelle des prêts cadres, c'est-à-dire qu'on regroupe des opérations unitairement valeur inférieure pour arriver à peu près au montant des 50 millions dont je vous parlais et pour alors prêter à une collectivité sous une même thématique. C'est ce qu'on fait par exemple dans l'éducation pour financer les collèges ou financer les lycées par exemple. Et puis, il y a des prêts intermédiaires qui ne vous concernent pas trop, mais qui passent par l'intermédiaire d'autres intermédiaires financiers que la banque. On a par exemple des partenariats avec la Banque des Territoires que je citais tout à l'heure, ou par lesquels on leur prête à eux pour ensuite qu'ils vous prêtent à vous. Et c'est d'ailleurs une des lignes financières sans doute que vous connaissez le mieux, la Banque des Territoires, vous faisant bénéficier par son intermédiaire des conditions BUI pour tous les projets dont la taille est inférieure aux 50 millions dont je parlais tout à l'heure. Si on continue maintenant, j'ai dû mettre ensuite une slide, si elle peut tourner. Une slide, voilà, sur les conditions d'intervention de la BUI qui sont intéressantes à souligner. Alors, on a des prêts qui sont à des conditions très attractives, je vous le disais, avec beaucoup de flexibilité dans leurs possibilités d'utilisation, ce qu'on appelle des maturités qui peuvent être très longues jusqu'à 40 ans, en fonction de la durée de vie, bien sûr, des investissements et des conditions de décaissement et des taux qui sont à la fois attractifs et très flexibles. On peut financer beaucoup de choses dans le domaine de la construction, de la rénovation, du soutien aux infrastructures. Quelques aspects ne sont pas finançables comme le foncier et tout ce qui est TVA ou également dépenses de personnel, mais ça, c'est normal, on reste une banque d'investissement, vous le comprendrez. Les domaines d'intervention sont très nombreux, donc évidemment la mobilité électrique en fait partie. Et une règle importante, c'est celle du maximum de 50% donc de financement. Parce qu'on a des taux attractifs, on ne veut pas écraser le marché. Donc on va effectivement se limiter nous-mêmes à un montant maximum de 50% en termes de prêt par rapport au montant du coût total d'investissement du projet. Et l'autre règle, c'est une règle dite des 90% qui est assez rarement atteinte, par laquelle, avec le FEDER et le BUI, on ne peut pas dépasser 90%, mais généralement, c'est une règle en France qui n'est jamais dépassée. On peut continuer. Alors, on arrive un peu plus dans le vif de notre sujet. Par exemple, voilà un exemple de ce qu'on a fait ici à Clermont-Ferrand. On a effectivement, à la suite en fait d'une mission de conseil, on a fait un pré-cadre dont il y a différentes composantes avec le syndicat mixte des transports de Clermont et notamment visant à la mise en œuvre à la mise en service de bus à haut niveau de service, hein, et la transition effectivement énergétique des bus actuels vers les infrastructures, vers les bus électriques et les infrastructures associées. Vous voyez, c'était un prêt BI de 90 millions pour une opération totale d'environ 450 millions. Voilà, on peut continuer. Intéressant à souligner aussi rapidement la façon dont on procède pour vous permettre d'avoir une idée. On part d'une proposition qui nous arrive sous la base d'un contact qui pourrait être vous demain si vous désirez nous contacter. Ensuite, on instruit le dossier, ce qui est assez long parce qu'on analyse tous les aspects, encore une fois, de ce projet, non seulement les aspects financiers, mais aussi économiques, sociaux, environnementaux, etc. Ça passe ensuite en approbation chez nous, si tout va bien en signature et en décaissement, puis effectivement suivi et remboursement. Il faut vous imaginer que le cycle de vie enfin, je veux dire, le moment entre la proposition et la signature, en général, c'est à peu près un an, hein. Donc, il faut anticiper. Et souvent, les contacts sont faits, bien sûr, en amont. On m'a demandé de vous parler aussi d'un programme un peu spécifique, puisqu'on fait effectivement du conseil, et qui est un programme important et intéressant pour vous, qui s'appelle un programme ELENA. Le programme dit ELENA, c'est un programme d'assistance technique qui est en fait issu d'un partenariat, d'un accord entre la BUI et la Commission européenne, qui est assez ancien. Pour moi qui ai travaillé à la Commission européenne il y a quelque temps, je m'en souviens aussi de ce côté-là. Donc ça a été créé en 2009 et aujourd'hui, donc ça se poursuit. C'est aujourd'hui financé dans le cadre de InvestEU. C'est en fait des subventions, vraiment là pour l'heure des subventions, pas des prêts, pour la préparation, mais pas pour la mise en œuvre des programmes d'investissement
en relation avec les projets énergétiques locaux. Donc, on est complètement dans notre sujet. Il faut savoir que, par exemple, il y a 260 millions d'euros de subventions qui ont été attribuées depuis que ça existe pour 140 projets. Là, c'est un tramway qui, je crois, est à Russe, donc ça doit être au Danemark. Mais on a effectivement la possibilité, on a des projets, bien sûr, actuellement en France. Si on continue les règles de fonctionnement, donc il faut effectivement avoir un certain nombre de règles à respecter. L'investissement minimum 30 millions d'euros, maximum la subvention va couvrir 90% des coûts de soutien, donc c'est quand même à haut niveau. On a un fonctionnement assez classique de premier arrivé, premier servi, un peu pour le fonds pour la transition juste, qui est également aussi un fonds que vous pourriez mobiliser dans certains cas. Euh, on attend aussi un certain degré de maturité avec des études préparatoires et des travaux quand même, enfin, on va dire des besoins qui sont assez urgents, pas un projet un peu dans les limbes, mais quelque chose d'assez concret. Il faut aussi que l'investissement soit, il y a une obligation de réalisation de l'investissement, c'est pas une étude pour une étude. Il faut effectivement que ça soit matérialisé et qu'il y ait en plus un effet multiplicateur, c'est-à-dire que entre le projet euh, et sa réalisation, il faut un certain multiplicateur et si ce multiplicateur n'est pas atteint, euh, par rapport à la situation antérieure, hein, on a effectivement la nécessité normalement la subvention devrait être remboursée. Donc le bénéficiaire de la subvention n'est pas forcément celui qui réalise l'investissement, c'est-à-dire que une collectivité peut le faire pour un tiers, voilà. Et puis les périodes d'exécution sont quand même assez étendues puisque c'est 3 ans pour les projets d'efficacité énergétique et 4 ans pour le transport urbain. Je ne suis pas le spécialiste de l'ENA chez nous, mais je pourrais bien sûr vous mettre en contact avec les collègues qui gèrent directement l'instruction de ce genre de dossier. Qui peut en bénéficier? Donc, principalement, vous voyez, les collectivités locales, régionales, nationales, les organismes publics, mais également les entités privées, si elles ont pour vocation de développer des investissements publics admissibles ou des dépenses éligibles, comme on dit également. Voilà. Alors la procédure, bon ben voilà, vous avez même l'adresse qui vous est indiquée si vous le souhaitez, lena@bui.org. Donc une instruction, une phase préalable d'introduction de la demande, la vérification de son admissibilité, bien sûr, en fait une demande, ensuite, dans une première version, on révise la demande en coopération avec l'équipe Elena. Voilà, c'est-à-dire que le dossier est un peu approfondi, affiné pour qu'il rentre exactement dans les critères. Donc, on a une demande finale et ensuite, c'est envoyé à la Commission européenne, qui est celle qui gère le programme sur le plan financier et budgétaire. Donc, on a effectivement besoin de son assentiment et on fait ensuite un accord de financement et on signe le contrat. Puis la prestation ensuite financée par Elena est fournie, est démarrée et la subvention est utilisée conformément à ce qui avait été prévu. Voilà. Alors, un exemple, je crois que j'en ai mis un, voilà, c'est ce qui s'est passé en Picardie avec un pass dit pass rénovation. Euh, alors, on n'est pas dans la mobilité électrique, effectivement, exactement ici, mais c'est pour vous donner un exemple de projet concret. Ici, c'était un projet dont l'objectif était de rénover des logements privés avec un one-stop shop, comme on dit en anglais, comment dire, un guichet unique, comme on dit en français, qui permet effectivement d'accélérer la rénovation des logements et de simplifier les démarches pour tous ceux qui ont besoin de rénover leur logement. Et donc, une société de services publics chargée de la mise en œuvre d'un programme d'investissement a été créée par ce biais-là et on a pu avoir une assistance externe pour à chaque propriétaire lors de la phase des travaux, c'est-à-dire que c'était vraiment très concret et on a pu organiser en coopération avec les partenaires donc les comment dire, un recensement des propriétaires qui pouvaient bénéficier, préparer les contrats de travaux. Donc c'est vraiment un travail qui a permis d'accélérer, qui accélère encore aujourd'hui, puisque le programme est toujours en cours. Actuellement, on en est à 1240 propriétaires accompagnés, 300 artisans qui ont été mobilisés dans la région. Donc c'est plutôt concluant, même si ce n'est pas directement la mobilité électrique. Si je connais, après moi je peux vous parler
occupe également dans votre région, mais c'est des projets d'une certaine envergure. Donc, c'est plus des illustrations, mais nous sommes en train de finaliser le dossier de financement de l'extension du tramway de Marseille, du renouvellement des bus électriques de Marseille pour la flotte de la RTM. Nous sommes bien sûr aussi très impliqués dans le financement des transports ferroviaires, avec notamment la concession Transdev sur l'axe Nice-Marseille. Et puis, nous avons quoi d'autre que je pourrais vous citer dans le domaine de la mobilité électrique qui me viennent à l'esprit comme ça. Non, pour l'instant, ça doit être les principaux projets, mais écoutez, j'espère que ça a été assez clair et intéressant pour vous. Je tiens à votre disposition si vous avez des questions et vous avez mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Ça sera avec plaisir de vous renseigner, de vous aider, de vous guider si vous en avez besoin. Voilà. Merci beaucoup. Euh, je propose qu'on prenne quelques questions à ce stade. Je crois que on en avait quelques-unes dans le chat. Je regarde ma collègue Edita. Tiens. Oui, il y avait une question pour la BEI. Si les prêts sont à taux bonifié? Alors, on ne peut pas dire bonifié au sens où on l'entend en termes financiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention. Euh, on pourrait considérer que les prêts InvestEU sont un peu bonifiés dans certains cas, parce qu'avec InvestEU, on monte des instruments financiers qui nous permettent de rendre en fait des projets qui ne sont pas normalement finançables, puisqu'on prend la garantie en fait qui vient de la Commission européenne pour financer ces projets. Donc, ce n'est pas bonifié, mais c'est quand même facilité. Et dans tous les cas, les taux qu'on propose, qui varient pour le jour, qui sont fixés au moment du décaissement, mais sont garantis par nous comme étant les plus bas du marché. On a par construction, effectivement, des méthodes de calcul qui nous permettent d'être les plus bas et de vérifier, de s'assurer sur chacun des prêts qu'il y a ce qu'on appelle une valeur ajoutée financière pour le client. Donc non, ils ne sont pas strictement au sens strict bonifiés, mais généralement en France, si vous, enfin, je vais être non pas cruel, mais je vais être réaliste. Si la Banque des Territoires nous emprunte à nous pour prêter ensuite aux collectivités locales, c'est bien parce que ça leur permet à eux d'avoir des taux plus bas que les taux auxquels ils sont eux-mêmes sur lesquels ils sont eux-mêmes contraints, qui sont notamment les taux du livret A. Donc en général, on est effectivement on offre les taux les plus intéressants du marché. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a plein d'autres aspects qui sont intéressants du côté de la banque à considérer, notamment le fait que, certes, l'instruction est lourde, mais l'interaction qui se produit lors de l'instruction des dossiers entre nos services et les services des collectivités locales concernées est extrêmement important parce qu'on voit ensuite tout l'impact que ça peut avoir sur le projet lui-même parce qu'on est très exigeant, mais d'abord ça fait venir d'autres investisseurs parce qu'ils savent que nous sommes extrêmement exigeants sur les projets et d'autre part, ça garantit des effets maximisés au niveau de l'impact des projets concernés, on le vérifie. Assez facilement sur la plupart des projets. On a ce qu'on appelle chez nous un effet stamp BUI, le fait qu'on vienne, ça rassure beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? N'hésitez pas, on est là pour ça. On a encore quelques minutes. Vous pouvez lever la main virtuellement. Je pense que vous savez tous faire ça. Sinon, est-ce qu'on avait une ou deux questions en plus dans le chat qu'on peut peut-être prendre tout de suite? Alors, il y avait plusieurs questions sur la procédure concernant voilà, justement le contact avec les régions, avec l'autorité de gestion par rapport au fléchage de projets. Donc, je redonnerai la parole à Valérie, peut-être juste pour réexpliquer brièvement le processus. Oui, dans les questions qui me sont adressées dans le chat, peut-être première précision, le FEDER a pas vocation à financer du matériel roulant en métropole. Il pourra le faire dans les régions ultrapériphériques, d'où ce que je vous ai présenté et dans les Outre-mer, d'où ce qu'il y a en Guadeloupe avec à la fois du véhicule électrique et de la borne électrique. Donc en métropole, qu'est-ce qu'on va faire principalement? La route où vous allez faire rouler votre bus électrique, la piste cyclable, la piste piéton,
la billettique, les applis liées à la mobilité, des projets un petit peu intégrés, comme on a pu le voir avec les bornes de recharge. Donc la borne de recharge en elle-même, elle peut être soutenue via des fonds européens. Donc je vous invite après à chaque fois à voir avec votre région ce qu'elle vise à financer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, je vois la question de Monsieur Bonnet. J'espère en effet, enfin, moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce que font les régions qui sont gestionnaires d'argent européen sur les territoires. Donc, c'est une partie de leur activité. Sachez également que la région, elle a ses propres crédits régionaux et qu'elle peut financer également d'autres typologies d'actions. Donc, je ne vous présente pas, via cette présentation, l'intégralité des soutiens que les régions peuvent avoir sur vos projets, mais uniquement ce que l'argent de l'Union européenne qu'elle gère, qui leur sont confiés en gestion, peut soutenir sur vos territoires. Et on l'a parcouru ensemble sur 14-20, il y a eu une grande diversité de projets, et tous les projets soutenus par le FEDER et les fonds européens, je vous le mettrai dans la présentation, sont en données ouvertes, en libre données, en open data. Donc je vais vous envoyer un lien vers un tableur Excel où il y a les 50 000 opérations FEDER qui ont été soutenues. Comme ça, déjà, par mots-clés, ça vous permettra de voir ce que les fonds européens ont soutenu dans votre commune. Et après, avec des mots-clés mobilité, etc., vous aurez encore plus la palette de financement qui a été financé sur l'ensemble du territoire national. Merci Valérie. Est-ce qu'on a des questions de la part des participants? Entre-temps, peut-être, bon, vous avez nos contacts sur la slide actuelle, c'est-à-dire les contacts de la Commission européenne en France, notre équipe ici. Sur la slide précédente, vous avez également les contacts des Europe Direct, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Les Europe Direct, ce sont des personnes près de chez vous, relativement près de chez vous. Hein. Il y a 49 centres Europe Direct en France qui peuvent répondre à vos questions. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, évidemment, dans le cadre d'un webinaire d'1 heure comme ça, c'est un premier défrichage d'orientation pour vous donner un peu les réflexes, une compréhension assez large de ce qui peut et ne pas être fait. On vous invite dans le cadre de votre recherche, si vous souhaitez aussi parler à quelqu'un pour vous faire accompagner et aider, de contacter l'Europe Direct le plus proche de chez vous. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de l'heure qu'on avait prévu de passer ensemble. Merci beaucoup encore à nos intervenants. Et puis, comme je vous le disais, vous aurez le replay, les slides et puis les réponses par écrit s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais a priori, on avait pas mal couvert. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.